Let me just say good morning, ladies and gentlemen. Can we please come together so that as people come, they occupy the other empty seats. Can we come to this side? So let's fill this side up so that our attention is focused. Can we move to this side? Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, our role this morning is quite simple. It's just for us to throw some lights on fiscal erosion, mobilization of tax revenues, and private sector engagement in Africa. We all know the kind of importance of this in terms of financing the SDGs and Africa's Agenda 2063. If you look at the kind of debate and the progress of work on financing the SDGs, you will realize that the debate is not yet concluded. Many figures have been rolled out in terms of what it will take to finance the SDGs. If you look at what comes from the Sustainable Development Solution Network, which is the organization of private sectors globally, they have put financing the SDG to be $1.4 trillion per year. And if you look at Development Finance International and Oxfam, they put it as 1.5 trillion. UNCTAD put it between 3.3 and 4.5 trillion annually, and putting the financing gap to be 2.5 trillion. Essentially, if you look at the publication of Global Financial Integrity 2017, it put the cumulative value of global illicit financial flows to be between 2 and 3.5 trillion every year. It shows global illicit financial flow is more than the financing gap of the SDGs if we are able to stop illicit financial flows. Distinguished ladies and gentlemen, if you look at again what was contained in Agenda 2030, aka the SDGs, and the Addis Ababa Agenda for Action, Financing Development, you realize the kind of importance given to domestic resource mobilization. And on the basis of this, the need for all countries, particularly Africa, to focus attention on domestic resource mobilization was considered to be very critical to moving forward on the SDGs. And on this, a lot of things have been said in terms of where are we. A lot of innovations, a lot of reforms have taken place in Africa on taxes and revenue mobilization. But the tax rate as a share of GDP still remains one of the lowest, currently put at 19%, compared to 22% in Latin America and the Caribbean, 34% in OECD, and below the benchmark set by UNCTAD, that for any country to be able to finance its development, it means a minimum of 20% tax GDP ratio. The question is, what are the impediments to domestic revenue mobilization in Africa? And many people have really touched on this. Most of the people, the panelists you have today have written a lot in terms of domestic resource mobilization and tax reform. Particularly, I just want to underscore a few of the points which I have personally published on in terms of what are the key impediments of domestic resource mobilization in Africa. Meaning, why are taxes so low in terms of tax rates? I always use about 7 key points in terms of raising this issue. The first one, I talk about lower tax capacity of our tax administrators in Africa. Very few
with the exception of 4 to 5 African countries, have the capacity to really effectively mobilize domestic resources. And one thing that I know on the basis of my involvement when I was in government is that the private sector are smarter than our tax collectors. And they only tell you exactly, you only see what they want you to see. So that's one of the areas we have to really address. And again, in Africa, the tax base seems to be very low. Low in the sense that African economy is full of informalities. Many of them are not recorded. And we need to really find a way of formalizing some of these informal sectors to be able to increase the tax basis. Tax evasion, tax avoidance, they're part of it. And particularly, another thing relates to the issue of giving unnecessary tax breaks, tax holidays, and waivers to many of these multinational companies. Which made it very difficult for most African countries to really move on this direction. And again, the role of multinational companies, which some of our colleagues will talk about very soon. We know multinational companies, they're very proactive in terms of what they call tax planning strategy that creates opportunities for leakages in tax administration and tax collection in Africa. Well, we have had a lot in terms of base erosion and profit sharing over and under invoicing of receipts when things are imported or exported. These are part of the issues which we think we need to take into consideration. In Africa, one thing that really accounted substantially to low level of tax relates to the old mining contract. As we speak, there are many African countries that are still using the mining contract signed 30, 40 years ago. And I'm going to give you one short example very soon. Again, there is what we call quid pro quo in taxation. What you give is what you get. Because there is limited transparency and accountability in use of public resources, people are not willing to pay tax. And people are not seeing the evidence of what they have paid for, and on the basis of that, they are not really willing to really give out tax freely unless they are fully forced. So the issue of tax quid pro quo is very important. Otherwise, it will be difficult for us. Unless we address corruption in use of public resources, people will definitely find it difficult to really do this. Well, ladies and gentlemen, I just want to use one minor example before we go into our panel discussions who are ready for us to deal with some of these issues. There is a mining company in Niger Republic. I won't mention the name, but I'm sure some of our colleagues know the name very well. This company happened to be the lead exploiter of uranium. And you know, Niger Republic is the 4th largest uranium producer in the world. This company we are talking about that operates all over the world was given what we call tax holidays or tax breaks, not only in terms of some portion of its profits, but also on issues relating to import duties. It doesn't pay tax on it. It doesn't pay what we call value-added tax, and it doesn't pay taxes on fuel the vehicles or the company is using. Whereas somebody who does not have $1 a day must pay to use fuel, must pay tax on value-added commodities and a lot of other ones. But I'm saying this, in 2013, the national budget of Niger Republic was 2.7 billion. Whereas the turnover of this company we're talking about was 12.56 billion. 12.56 billion globally, the global turnover. In that particular year, that company was paying 5.5% royalty you pay on uranium.
whereas the same company was paying 13% in Canada. So I wouldn't go beyond this. You can see the role of multinational corporations in limiting our capacity to mobilize resources. And because they are very strong, it became very difficult for some of these low-income countries to really manage with them in negotiating. Specifically, Niger Republic came out with a mining code in 2006. This uranium company refused to implement it for 8 years. It was when its contract ended in 2013, they thought the government would budge, but the government refused. So that was when they said, okay, let's talk. In 2014, they started implementing the mining code that was passed in 2006. And between 2006 and 2014, many things have taken place. The prices of uranium went by more than 500%. So these are the issues which we think we need to look into. Colleagues, I just put that so that you know, just one example. That is the case in many African countries. And on this basis, I want to use these opportunities for our colleagues to talk on why we're here, and which is talking about the challenges of domestic resource mobilization. What have we really done in terms of government, in terms of private sector and development partners to really improve domestic resource mobilizations? What are the lessons and drivers, as well as how can we effectively engage the private sector to really perform its role in terms of tax obligation? Colleagues, I want to use this opportunity to introduce our panelists. We have the advisor on tax to the Center for Tax Policies and Administration, OECD. We have, that's Mrs. Samia Abdighani. You're welcome. Colleagues, we have Mrs. Samil Sankak, the IMF resident representative, somebody who has been working on fiscal policy development across many African countries, somebody who has served as fiscal economist in Dakar in Senegal in the early 2000s, and again on a number of responsibilities across many African countries. And on the basis of this, we will again listen to her in terms of what the IMF has done over the past few years and how is IT really transforming the tax administration in Africa. She is the one on the right-hand side over there. And we have the Director of Legislation and International Cooperation in Senegal Revenue Administration in terms of my dear brother, Mr. Abdoulaye Badien. He's really here. And the last but not the least is Mrs. Eunice Kamwendo, who is the Development Policy Advisor, Regional Bureau, UNDP Regional Bureau for Africa. This is somebody who has worked over 20 years on issues relating to development management, tax administration, not only in UNDP, but in the African Peer Review Mechanism, as well as the Ministries of Finance and Planning of Malawi. So it's really a pleasure having you, Eunice. And while I'm moving to my seat, but let me just start with the video, which has been put in place by our colleagues in Senegal, as well as our colleagues in OECD, in terms of what have we seen in terms of revenue administration and some kind of successes in Senegal. Can we have the video, please? Deuxièmement, l'aide au développement ne peut pas être la source de financement des projets phares de l'État. Il faut absolument qu'on commence à réfléchir sur le financement domestique de ces questions qui sont capitales pour les États. L'amélioration de la fiscalité sera à l'avenir une priorité clé. Nous devons nous assurer que les pays disposent des bons outils et des compétences pour mobiliser les recettes nécessaires au financement du développement. Le Sénégal a mis sous l'égide du président Macky Sall un plan, le fameux plan Sénégal émergent.
Maintenant, le Sénégal étant un pays où la population jeune est majoritaire, effectivement, aujourd'hui, les défis que nous avons sont les défis de tout pays en voie de développement, c'est-à-dire d'avoir une croissance forte, inclusive, qui permet de générer le maximum d'emplois, de revenus pour nos concitoyens. En 6 ans, le budget du Sénégal a presque doublé et donc naturellement, les recettes ont également augmenté. Le Sénégal est en train d'aller vers une amélioration des ressources internes. C'est vrai que le Sénégal n'en est pas encore là, mais on est sur la voie. Il y a énormément de moyens de mobiliser des ressources domestiques, mais il y a des sources de financement qui sont plus larges que les autres, et ça, c'est vraiment la source de taxation au niveau des multinationales. Effective tax administration doesn't normally grab headlines. Yet tax avoidance is a major issue in developing countries, costing hundreds of billions of dollars each year in lost tax revenue. Et lutter contre la fraude fiscale ou contre une optimisation trop agressive de la part de ces multinationales, c'est faire quelque chose de bien pour la solidarité internationale. La France, comme d'autres pays, à travers l'OCDE bien sûr, doit travailler à aider ces pays à mieux lutter contre la fraude fiscale. Lancée en 2015 par l'Organisation de coopération et de développement économique et le Programme des Nations Unies pour le développement, l'initiative Inspecteurs des impôts sans frontières envoie des vérificateurs chevronnés dans les pays en développement. Ils travaillent main dans la main avec les agents locaux du fisc sur des contrôles complexes d'entreprises multinationales. L'objectif ? Accroître les recettes fiscales qui sont essentielles au financement des services publics. 13 programmes ont permis de collecter plus de 400 millions de dollars. Chaque dollar dépensé dans un programme a généré plus de 100 dollars de recettes fiscales additionnelles. Actuellement, 35 programmes sont en cours, dont certains sont menés en partenariat avec des organisations fiscales régionales, comme le Forum sur l'administration fiscale africaine ou le Centre interaméricain des administrations fiscales. 25 programmes sont sur le point d'être lancés. D'ici 2020, 100 programmes sont prévus. By training auditors to detect and tackle tax avoidance by multinational corporations, this program has recouped millions of dollars in additional tax revenue and millions more through the voluntary compliance of companies. C'est un exemple concret de ce que la coopération internationale peut produire en termes d'augmentation des recettes fiscales, de renforcement des compétences et de la confiance parmi les agents locaux. Cela permet aussi d'envoyer un message fort au monde d'affaires. Chacun doit payer sa juste part d'impôt partout où sont menées leurs activités et où ils obtiennent leurs bénéfices. Pour ce qui concerne la collecte des impôts, le Sénégal a connu des bons assez conséquents depuis la grande réforme de 2012. Les recettes sont passées effectivement de 800 milliards en 2013 à 1200 milliards en 2017, ce qui correspond à une évolution relative de 50%. Les multinationales constituent un maillon très très important du moins dans le dispositif fiscal. Nous avons constaté un ensemble de stratégies mises en place par les entreprises pour se soustraire au maximum au paiement de l'impôt. Le combat aujourd'hui que nous menons avec nos vérificateurs, avec nos inspecteurs et nos contrôleurs, c'est d'assurer la lutte contre les prix de transfert et la lutte contre les management fees qui font remonter énormément de ressources qui échappent de ce fait à l'impôt. Vous savez, avec l'inspecteur des impôts sans frontières, nous recevons des experts internationaux qui nous permettent, depuis la programmation, de faire les bons choix sur les dossiers et leur expertise nous permet de mieux encadrer notre contrôle. La mission, c'est de partager avec les collègues sénégalais ici mon vécu, mon expérience personnelle et les pratiques professionnelles. On découvre des choses ensemble, notamment des schémas d'optimisation fiscale très agressifs, qui sont des pratiques dommageables pour, on va dire, l'État sénégalais. Tous les pays, en effet, sont confrontés à ces mêmes défis. Simplement, il y a des techniques, des pratiques qui peuvent être partagées. Je dois dire qu'avec la découverte du pétrole, le Sénégal se retrouve dans un contexte nouvel. Parce qu'il nous faut
au nouveau type d'inspecteur des impôts capable de prendre en charge la fiscalité de ce pétrole et la fiscalité des multinationales. Qui peut imaginer qu'un État puisse durablement s'inscrire sur la voie du développement s'il n'est pas en mesure de mobiliser des ressources intérieures, s'il n'est pas en capacité de mettre en place des contrôles, des vérifications fiscales, notamment vis-à-vis des entreprises multinationales? Le programme Inspecteur des impôts sans frontières nous apporte une touche nouvelle dans la fiscalisation des opérations internationales. En tout cas, nous avons bon espoir que les dossiers actuellement en cours vont avoir des retombées financières immédiates, mais surtout pour le futur, à amener les contribuables à changer de comportement. Et c'est là le plus grand défi. Thank you very much, colleagues. Well, what we have seen is a joint collaboration between UNDP and OECD on tax inspectorate without border, using some of the examples we have in Senegal. Distinguished ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to start from our panelists, who is the Director of Legislation and International Cooperation in Senegal, Mr. Amadou Abdoulaye Badien, to let us know the tax reform in Senegal and the key drivers in terms of lessons we have to take from this particular reform that's taking place in Senegal. Over to you. Chers participants de ce panel, merci en tout cas pour cette question. C'est avec un plaisir en tout cas immense que je me trouve au sein de ce panel pour représenter l'administration fiscale sénégalaise. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me plais un peu à regarder les quelques succès que nous avons eus à travers la mise en œuvre de nos réformes. Je pense que quand on a regardé la vidéo, le directeur général des impôts et des domaines, M. Ba, a indiqué qu'en quelques 5-6 ans, le Sénégal a fait un bond de recette de 50%. Et il n'y a pas d'autre secret, c'est que nous avons entrepris. Et en 2012, le Sénégal a entrepris une très grande réforme fiscale qui a modifié en profondeur tout son dispositif fiscal autour d'un type simplicité, efficacité et équité. Et j'insiste sur le premier élément de cette équipe, c'est la simplicité. Alors, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que l'usage de la langue dans nos pays où ces normes sont écrites en français, où la majorité de la population ne comprend pas ces langues, ce n'était pas évident. Il fallait se rapprocher des acteurs de la norme, des usagers de la norme, et en faire des acteurs de la norme. Et pour juste prendre quelques exemples, il y a 2 domaines de réforme qui nous valent aujourd'hui de très grands succès. Je pense que les intervenants l'ont dit au niveau de la vidéo. Je prends par l'exemple, c'est la législation sur les prix de transfert, qui est très complexe. Même dans les pays où il y a un niveau de développement assez important, cette législation n'est pas aisément mise en œuvre. Et avec l'assistance notamment de l'OCDE et de la Banque mondiale, nous avons fait mien de toutes les évolutions positives en matière de cette législation qu'on a implantée l'année dernière. Mais en faisant quoi? Mais en associant, mais de manière effective, le secteur privé dans même la rédaction de la loi. Quand on a mis en place la législation, il y avait toute la législation secondaire, la réglementation des mises en œuvre qu'il fallait élaborer. Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'aide de nos partenaires? Quand nous avons élaboré, nous avons remis tous les documents au secteur privé
qui s'en est approprié et qui nous a fait des retours qu'on a intégrés pour mettre en place cette législation. Deuxième exemple, c'est un impôt qui est très ancien au Sénégal, qui s'appelle la patente, et que beaucoup de pays africains ont, qui est un impôt qui date de plus de 200 ans, qui a fait l'objet cette année, de l'année dernière plutôt, de réformes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers le secteur privé qui nous a donné tous les éléments pour asseoir cette réforme. Troisième élément qui est important, et je pense qu'il peut donner une expérience positive à partager, c'est le secteur informel. Tout le monde sait que l'un des plus grands défis de nos administrations fiscales, notamment africaines, c'est comment appréhender l'impôt au niveau du secteur informel. Alors, au Sénégal, on a mis en place, pour ce secteur informel, un impôt qu'on appelle impôt synthétique. Et pendant longtemps, toutes nos tentatives, toutes nos velléités d'imposer le secteur informel ont été vouées à l'échec. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2012? On a travaillé avec les secteurs informels pour leur dire, à la limite, quel est l'impôt qui vous sied le plus, qui est le plus adapté à vous, quel est le tarif qui est le plus adapté à vous. Et on a élaboré un tarif, à la limite, qui était le tarif. Et on a vu les résultats. En quelques années, je crois que le directeur général l'a dit, on est parti de recettes de 800 milliards de francs CFA à 1200 milliards de francs CFA. Donc, s'il y a des leçons à apprendre en matière de réforme, je pense qu'il y a deux points qu'il faudra vraiment sur lesquels il faudra insister. C'est la simplicité. Ça, c'est important. Parce que celui qui applique la norme, si lui, il ne la comprend pas, et il ne pourra pas bien l'appliquer. Donc la simplicité, ça veut dire l'intelligibilité de la norme. Mais le deuxième point qui est, à mon avis, important, c'est l'inclusivité. Si vous travaillez avec les acteurs, si vous travaillez avec le secteur privé, si vous travaillez avec les usagers de la norme, vous avez de fortes chances que cette norme soit appliquée de la manière la plus efficace possible. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a eu comme ambition majeure en matière de réforme fiscale de faire des réformes simples, donc des règles simples dans l'articulation, dans leur articulation, des réformes efficaces dans la fonction mobilisation de ressources, mais également équitables dans la fonction instrument de développement économique et social. Voilà, monsieur le modérateur, les quelques, pour ne pas monopoliser la parole, les quelques points sur lesquels je pense que s'ils sont inscrits dans le cadre de réformer, il y a de fortes chances qu'il y ait des succès. Thank you very much. This is really scintillating because if you look at the kind of the approach Senegal has put in place to really integrate the informal sector into the tax system, and I think this is one of the lessons that other African countries need to really take on board. And at the same time, introducing some kind of transparency in terms of engagement with the private sector. It's again another issue we need to really prioritize in our respective countries. Well, again, let me use this opportunity to move on to another partner that has really done quite a lot in terms of capacity building initiatives and other policy enhancement initiatives that help mobilize domestic resources in Africa. And I want to use this opportunity to call on Mrs. Samia Abdegani, who is a tax advisor in OECD and has been engaged in the implementation and support of tax inspectorate without border in 50 countries globally, with about 30 countries in Africa. So, Samia, what are the OECD tax capacity building initiatives and efforts to help increase domestic resource mobilization in Africa? What are the key lessons that we need to take on board on these efforts? Merci Monsieur le modérateur et merci à vous d'être présent donc, à ce panel ce matin. Donc, parmi les initiatives de l'OCDE en matière de renforcement des capacités, donc, nous avons l'initiative Inspecteur des impôts sans frontières
que nous vous avons illustré donc à travers une vidéo et je pense qu'il illustre très bien en fait l'assistance que peut apporter l'OCDE à des pays en développement pour renforcer les capacités en matière de vérification fiscale aux fins d'améliorer la mobilisation de leurs ressources intérieures. Donc ce projet, en fait, cette initiative Inspecteur des impôts sans frontières, a été lancée en 2015. Elle sort un peu des sentiers battus puisque on sort un peu des formes traditionnelles d'assistance aux pays en développement puisque là, on est sur une assistance pratique qui est fondée sur un apprentissage par la pratique. Donc, nous déployons à la demande des pays en développement des vérificateurs fiscaux très chevronnés qui vont travailler main dans la main avec des vérificateurs fiscaux locaux sur des contrôles fiscaux complexes, sur des entreprises issues de secteurs d'activité qui ont certaines fois certaines complexités pour des pays en développement. Donc, ce sont des programmes à la demande sur lesquels nous intervenons, comme le Sénégal. Et nous avons un triple objectif. D'une part, renforcer les capacités des administrations fiscales des pays en développement en matière de fiscalité, en matière de contrôle fiscal, améliorer la qualité et l'uniformité des contrôles fiscaux, accroître donc les recettes fiscales supplémentaires et également améliorer le civisme fiscal donc, dans ces pays en développement. Le Sénégal est un pays qui a bénéficié à 2 reprises donc, de cette initiative, une première fois en 2015 et une seconde fois en 2017. Comme on a pu le voir donc, dans la vidéo, on a des résultats qui sont d'ores et déjà certains en matière de renforcement des capacités de la DGID, mais également en termes de recettes fiscales additionnelles, puisqu'on l'a vu que pour le premier programme, on avait pu obtenir donc 18 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires, et pour le second programme qui devrait se terminer donc à la fin de ce mois, nous attendons plus de 30 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires. Donc, là, si vous voulez, ça nous permet vraiment d'avoir un effet concret sur la mobilisation des ressources intérieures des pays en développement. La demande est relativement élevée sur des secteurs d'activité très différents. Donc, nous avons des demandes qui vont porter, par exemple, sur des contrôles fiscaux de sociétés issues des industries extractives. Nous avons d'autres pays qui vont davantage mettre le focus sur les sociétés de télécommunications ou les banques et assurances. Et nous essayons, à travers ce programme Inspecteur des impôts sans frontières, de répondre de la meilleure manière aux besoins réels des pays en développement. Donc, nous avons actuellement à peu près une quarantaine de programmes. Nous en avons terminé une dizaine et nous avons pour objectif donc d'atteindre 100 programmes inspecteurs des impôts sans frontières d'ici 2020. Donc, Inspecteur des impôts sans frontières, c'est l'une des initiatives de l'OCDE, mais nous en avons d'autres. Nous avons notamment le projet BEPS, dont vous avez très certainement entendu parler, donc sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, où là encore, nous avons essayé, à travers ce projet, de remodeler un peu le système fiscal international qui montrait certaines limites, puisque les règles fiscales internationales dataient pour la plupart des années 20 et n'avaient pas réellement suivi les évolutions de l'économie. Et bien, les multinationales profitaient un peu des failles des régimes fiscaux pour éluder un peu l'impôt. Donc, à travers ce projet, nous avons remodeler le système fiscal international, créer de nouvelles règles, essayer de répondre en fait aux insuffisances donc, des systèmes actuels. Et nous en sommes au jour d'aujourd'hui à la phase de mise en œuvre de ces mesures, puisqu'en 2015, nous avons publié 15 mesures donc, pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Et nous en sommes aujourd'hui à la mise en œuvre de ces mesures pour aider les pays en développement, mais également les pays développés, à mieux lutter contre les pratiques d'évitement fiscal qui grèvent en fait donc les recettes donc des pays. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 125 pays, dont la moitié de pays en développement, qui nous ont rejoints au sein du cadre inclusif pour la mise en œuvre du projet BEPS, dont le Sénégal, et nous œuvrons ensemble donc sur un pied d'égalité à la mise en œuvre de ces mesures qui se sont traduites, et le Sénégal a d'ores et déjà mis en œuvre certaines de ces mesures donc en 2018. Pour mieux contrôler donc, les opérations transfrontalières donc, qui ont lieu, essayer aussi d'élaborer des règles claires,
à travers le monde. Alors c'est vrai que c'est mieux si on essaie d'aligner un peu les règles fiscales internationales. Je pense que c'est bénéfique à la fois aux administrations fiscales, mais à la fois aux entreprises qui vont éviter d'être confrontées à des législations fiscales donc d'un pays à l'autre. Donc ça peut aider à la fois donc à l'amélioration du climat des affaires et à la fois ça peut donc aider les administrations fiscales à une meilleure collecte des impôts, à un environnement des affaires plus transparent et aussi à l'amélioration de la sécurité juridique des entreprises. Donc la palette donc d'initiatives de l'OCDE, elle est large. Donc on a Inspecteur des impôts sans frontières, on a ce projet BEPS où on a aujourd'hui 125 pays, dont la moitié de pays en développement, qui travaillent avec nous à la mise en œuvre des mesures. Et nous avons aussi des programmes de renforcement des capacités bilatéraux à travers lesquels nous aidons donc les pays en développement à améliorer leur législation, à éventuellement réorganiser les administrations pour les rendre plus efficientes et également donc essayer de travailler avec eux sur également le contrôle fiscal pour qu'il soit plus efficace et plus efficient afin qu'ils contribuent davantage donc, à la réalisation des objectifs de développement durable qui sont axés sur la mobilisation des ressources intérieures. Merci. Thank you very much, Sonia. That is really very good and very clear in terms of the role of tax inspectorate in that work in helping many African countries in tax collection and improving the efficiency of tax administration, while at the same time helping to really develop simple and clear tax rules on the continent. This is really good, and I just want to again let you know that through the tax inspectorate without border, okay, can you hear it now? Is it clear? They are talking well off. Yes. Well, I don't think it's here. All right. Okay. Can you hear now? Okay. Okay. Yeah, I just want to underscore that because of that particular initiative, in the countries where they are currently operating, it has helped to increase domestic resource mobilization by about 414 million, which is really substantial across countries, not only in Africa, but a large proportion of it. Hello, is it better? Okay, thank you. So this is something which I think it's very, very important. Thanks for taking us through this very important capacity building initiative. Colleagues, I want to just move on to our panelists from the IMF, Mrs. Samil Sankak, who is the IMF resident representative in Senegal. And this is somebody that has been working on fiscal management, fiscal policy administration over the past 20 years. And we just want to hear from her the importance of domestic resource mobilization and what has IMF done in terms of helping African countries to improve domestic resource mobilization, particularly the current initiative on IT reform in tax administration. Over to you. Thank you. It's a pleasure to be here this morning. The IMF has an extensive capacity development program with African countries. A large part of our technical assistance goes to sub-Saharan African countries, and Senegal is one of them. I'm going to give some examples. Those examples will be relevant for Senegal, but also many other countries. The way our program works is that first there's a diagnostic assessment of what are the priorities for revenue mobilization for the country. And those are discussed with the authorities. And after the diagnostic assessment, there's an implementation plan that is agreed with the authorities.
And there's a follow-up program, a medium-term program, where we assist the authorities in the implementation plan through experts who come to the country and work periodically, or in many cases there are also experts in the country that work with the authorities on a day-to-day basis. For example, in Senegal, there is an IMF expert in the innovative IT solutions in the tax area. I will touch on some of the key areas, reform areas, that have potential to bring increased revenues substantially in Senegal, in West Africa, and broadly in Sub-Saharan Africa. One of them is to improve the data exchange between the internal revenue and customs, to have a better sense of the activity, taxable activity in the country, and to improve revenue mobilization. In countries like Senegal and many African countries, once the revenue authority starts comparing all the data, available data, it's relatively easy to know who is under-reporting or who is not reporting revenues. In Senegal, this was one of the key reform priorities in the program with the IMF, building a platform that can exchange internal tax information and customs information. The next important step is, of course, using this rich database to identify where there are gaps and where there is under-reporting of revenues. Another important area is tax exemptions. Many countries in Africa have given tax exemptions for some activities, and the loss in tax revenue can be as high as 7% of GDP, 5, 6, 7. In many countries, this is, an average number, and including in Senegal. Our recommendation is that the tax exemptions should be rule-based and transparent, and there should be an assessment on whether the tax exemptions are indeed giving the results that they were intended for. Usually tax exemptions are given to increase employment and to increase GDP. But it's very important that countries do an assessment on whether the exemptions indeed give these results, and this was also one of the key reform areas, measures that we have with the Senegal has in its program with the IMF. A third area that has high potential and that we are working on with a number of countries is property taxes. This is a very underexploited tax area in Sub-Saharan Africa, and to increase property taxes, our recommendation is that countries have a clear implementation plan and timeline, and to build their cadastre system. Now let me move to more innovative solutions. Senegal is one of the first countries that have started implementing innovative IT solutions in taxes. And I'll give a few examples. One is e-taxes, e-reporting, electronic reporting, and electronic payment of taxes. Another one is mobile taxes, M-tax. This is for people who do not have access to the internet, but who have mobile phones. I mean, many people in Senegal, in African countries, they may have never used a computer, but yet they have cell phones, and they have cell phone literacy.
And we're, together with the authorities, we're trying to exploit this route so that people can pay their taxes, report their taxes through mobile phones. Another one in Senegal is My Personal Space, it's called Mon Espace Perso, is where people can go on the internet and find all the tax information about themselves. This is both for individuals and companies on the internet, on a website. These are some of the avenues where there is good potential to substantially increase mobilized revenues in sub-Saharan Africa. Thank you. Thank you very much. We have heard from the horse's mouth, as we say in Africa. When it comes to the issue of tax reform, IMF is one of the leading partners globally. And that's why I was a bit fascinated about the diagnostic assessment of not only the tax but the fiscal policy system in countries, which they help many countries to really put in place. Particularly, again, the potentials for tax revenue mobilization, particularly when it comes to the issue of data exchange between Internal Revenue Services and the customs. This is something that is not taking place in many African countries, and I think we need to really do this, to really make sure that instead of competition, we should be complementing each other because they're the same body of the same government. So this is very, very important, and I think this is one of the major lessons that we need to take home. Again, like I mentioned in the introductory remark, tax exceptions is one of the greatest enemy of domestic resource mobilization in Africa. Our government, because of foreign direct investment mobilization, they go into what we call the race to the bottom game, which is you want to reduce tax rates to attract foreign direct investors. But there have been many studies all over the world that tax breaks, tax holidays, tax waivers are not the major drivers of foreign direct investment. So we are indirectly creating, what we call shrinking our tax basis because of that. And you had what you mentioned, ranging between 5 and 10%. As at 2015, Africa's GDP was about 2.2 trillion. If you look at it, 10% of 2.2 trillion, it's 220 billion. That's huge enough in terms of what we are losing. So these are the kind of things which I think we need to really take on board, and the lessons on the issue of property taxes and e-taxes and mobile taxes that has been mentioned are key areas that we need to focus attention to in terms of reform. Lastly, but not the least, I want to turn to our development policy advisor in UNDP Regional Bureau for Africa. Like I mentioned, Eunice has worked on not only development issues, but fiscal-related matters, at least over the past 2 decades, not in UNDP, but also in APRM and in Ministries of Finance and Economic Planning in Malawi. So Eunice, I'm not going to ask you about what you did in fiscal issues in APRM or Malawi, but I'm going to say, okay, what are the initiatives that UNDP has put in place in terms of helping African countries to enhance domestic resource mobilization? And what are the lessons we can learn from that? Over to you. Thank you so much, Ayo, and good morning, colleagues. Again, I think it's a pleasure. This is quite an important discussion. From this viewpoint of UNDP, if we look at the needs that we need as countries, but also as the global partners in development to finance the SDGs. It was interesting. First of all, let me also just say speaking last is always good because a lot of the issues that I would have raised have been covered by colleagues. But just to say that the SDGs as we know them, the level of ambition is so high. We have, and I know a lot of colleagues have interacted this, I've come across this in the countries that we serve, and you hear this a lot from the authorities that yes, we do have a big and an ambitious agenda before us,
But our main challenge is always financing, and especially that the areas that we're focusing now have gone beyond the social ones that we did focus on in the MDGs to a lot more transformative areas, infrastructure, for example, infrastructure development and so on, that on the continent is the one thing that is holding Africa back from emergence, if you want to call it that, or transformation. So just to appreciate from that point, and I like the fact that you raised in terms of the gaps that are there that we need to meet the SDG agenda. 1.3 trillion for Africa, but of course it's a lot more globally for that. But I wanted to appreciate that and say from the UNDP's perspective, we built on the Addis Ababa Action Agenda on Sustainable Development in this regard to try and bring up an offer to the countries that we serve in terms of what would we support. And of course, our first point moving forward from that was to ensure that we're broadening our partnerships in this regard. But we do have about 3 to 4 areas of support that we're offering in terms of supporting the governments and member states. In this regard, first of all, noting again the key issues that you talked about in terms of making, ensuring that countries are making effective use of resources and tax revenues. We are increasingly going again in terms of issues of corruption, for example. So yes, we have also seen that tax revenues have grown on the continent from, I think from 2000, it used to be 10 or so to about 14 and 17% of GDP currently, which is quite huge. But how are those resources used? So through our governance programs and accountability and so on, we are ensuring and supporting countries that they're strengthening effective use of resources in that regard. We also continue to play a convening role. Microphone? This one you can't hear? Hello, is that better? Okay, thanks. We also continue to play the convening role that we play at all levels, from the global, regional, and national levels, in convening partners to bring them, and this is multi-sector partners in terms of financing for development. We do this, some of the partners, at least the 2 partners are here. We have an interagency, at the global level, we have an interagency platform that we do collaboratively with the IMF and OECD. We had our first meeting last year, but then these are also replicated at the regional and national levels. Again, the idea is to ensure that you're bringing all the partners into the discussion of financing and see and try to leverage on the innovations that are there, but also pull in resources into financing for development. We have a new area that we have just expanding recently, which is also doing and carrying out development finance assessments. To try, because there are a lot of players on the ground in a lot of the countries that we work in. And the idea is to try and harmonize all of this so that governments are aware of what opportunities exist in this regard, and therefore also trying to connect the dots and connect the needs to the resources that are there. Finally, which is an issue that we've already talked about, is it's an initiative that we started in 2015 with the Tax Inspectors Without Borders, with OECD. Again, this is an area that will continue to grow, and it's expanding. Samia and of course Ayo had talked about the coverage in terms of the countries, but for Africa alone, the numbers are actually growing at a faster pace. I think there are about 24 active programs right now, with 13 in the pipeline, and that's huge. And in terms of the tax revenues that we've been able to mobilize through the Tax Inspectors Without Borders is about 244. So out of the 400 and whatever, half of that, almost more than half of that has been mobilized on the African continent. Samia had talked about the complexities of tax systems and the aggressive strategies that a lot of the multinational
enterprises and companies go into in terms of, I don't want tax avoidance or shifting profits to areas that cannot be taxed. That I think this is, like I said, a lot of the countries that have been engaged in this program have appreciated so much, and we're getting a lot of requests in terms of support in this regard. Just to mention finally too that because of the interest and the growing upscaling of the program of the Tax Inspectors Without Borders too, we have also seen a lot of South-South cooperation between countries in the South. We do have a program in this regard with Swaziland and India, again sharing lessons in terms of issues of tax. We have Botswana, I think, with Kenya, Nigeria, with another country too. So there is, because of the fact that we're helping countries build capacities within Africa, we're seeing that a lot of other African countries are also reaching out and supporting other countries. And like I said, I think these two areas are ones that will remain key areas of support, and I think the thinking is to expand our involvement and our support towards this. I think I'll stop here for now, Ayo, and I think it will be interesting to also just have an engaging discussion with other colleagues. Thank you. Thank you very much, Eunice. This is really great in terms of how UNDP is helping African countries to deepen domestic resource mobilization, not only in terms of building partnership around tax administration, helping to promote transparent, accountable, and information sharing on issues relating to tax administration, and at the same time helping to do what we call the financial assessment to really know exactly the opportunities available and how gaps can be filled, coupled with tax inspectorate borders, inspection without border. Colleagues, we are really on time, and this again provides opportunities for us to really have opportunity to share idea with you. But before I go into that, I just want to, the discussions we've been having reminded me of a committee I was in 1994 when we were setting up the value-added tax system in Nigeria. I happened to be part of the committee. Having worked for about 3 months on the development of value-added tax in Nigeria then, we were about to just submit the document to the federal government. And one of the state director general of the State Inland Revenue Services, before we finalized, he just said, colleagues, there is an issue we have all omitted. And we're all worried that this man has been with us for the past 3 months. Why is it that when we wanted to really finalize is what you are saying, there's an issue? I would say, okay, we gave him the floor. And he said, ladies and gentlemen, a tax collector that is not well remunerated will definitely pay him or herself for whatever is collected. Now you see a tax collector that is mobilizing millions of dollars, and at the end of every month, he's paid less than $100. He's not a saint, she's not a saint, and that's what part of the issues we think we need to address. We need to really detach remuneration of tax collectors from the public service system. It has to be productivity enhanced pay system. Otherwise, we find it extremely difficult to eliminate corruption in tax collection. And I just want you to know that. And again, I mentioned the issue of qui pro quo in tax administration. And again, that gave me one experience in 1996. When the state government where I lived then was trying to improve tenement rates, which is on what Samuel mentioned in terms of property taxes. You know what happened? There was a particular region, a particular town there's a town called Ibadan in Nigeria. And the local government and state tax collectors came and said, sorry, we want to see your tax collectors.
tax you have paid this year. You know what they did? They just went home, not knowing that they planned. They all came with cutlasses and machetes and chased them away. I said, okay, where's your car? No road in that place, no electricity. They were the ones doing their electricity themselves. Every house in that place has a well. I said, have we seen any sign of government in this place that will warrant us paying taxes to you? So meaning, for government to really effectively mobilize domestic resources through property taxes, there should be element of government presence. Government must deliver its role, must make sure people have access to services, must ensure that good development outcomes emerge. That is the kind of incentive for people to really pay taxes willingly. Distinguished ladies and gentlemen, it's good to listen from your own perspective so that we'll be able to really enhance the kind of discussions we've had from our distinguished panelists. So I want to open the floor. Just raise your hand. Tell us your name and your organization. Please be very brief. Just go straight to either the questions or go straight to the amplifications or additions you want to make. I can see a hand there. Oh, okay. Alassane. Yes. There's somebody. Yes. All right. Yes. After him, that's Alassane number one. Yeah. Wait a minute. You are number two. Who else? Number three. Okay. Number four. Yes. Okay. Let's go around. Once we finish that, we take the next number. Number one. Okay. Thank you, Mr. Ayo. My name is Alassane. I am a UNDP economist from Mali. Ma question s'adresse à mon collègue du Sénégal, juste pour partager avec lui son expérience. J'aimerais savoir un peu quel est le niveau de la pression fiscale au Sénégal et la structure de la fiscalité, la structure par nature et aussi la structure par secteur. Parce que vous avez, je crois, une économie essentiellement dominée par le secteur tertiaire, je crois. Et j'aimerais savoir quelle est la nature. En termes de nature aussi, je crois aussi comme partout dans la sous-région, c'est les impôts indirects qui dominent, notamment la TVA. Mais je voudrais savoir un peu la structure. Deuxièmement, la fiscalité locale. Comment est-ce que vous gérez cette fiscalité? Parce qu'on parle de fiscalité, mais on parle surtout de mobilisation de la fiscalité au niveau central. Mais nous sommes dans des pays qui sont engagés vers des processus de décentralisation, de régionalisation. Et le niveau local a besoin de se développer. Pour se développer, ces communes, ces collectivités ont besoin de ressources. Comment est-ce que vous les accompagnez pour mobiliser des ressources? Combien déjà ces ressources collectées auprès des collectivités représentent au niveau de la structure fiscale? Et comment vous les appuyez pour mobiliser des ressources et mettre en œuvre leur programme de développement au niveau local? Le troisième élément, c'est par rapport à le secteur agricole. Le secteur agricole. Je sais que ce n'est pas un secteur très développé, tout ça. Maintenant, comment vous gérez cette fiscalité-là? Et puis, ma dernière question s'adresse à AMF représentative in Sénégal. Elle a parlé des exemptions, des taxes exemptions, notamment des exonérations. Je voudrais I would just want to know how we can work together to convince international organization, mining company, and sometimes NGO to also contribute to pay taxes. I think that is sometimes a problem for many countries. Like that, when country have, for example, like Mali, we have a mission, UN mission. I think that it's very difficult to assess, for example, balance of payments. Because we have many importation don't reflecting in balance of payment. Okay, this is my last question. Thank you very much.
Thank you very much, Alassane. Number 2. Bonjour, messieurs, dames. Et c'est pas moi. Okay. Non? Okay, we've done number 2. That's number 3. Okay, go ahead. Je peux. I like smartness. Je peux. Oui, je me présente, monsieur Fouadi Goulam des Comores. Je suis le commissaire général au plan. Généralement, le commissariat général au plan s'intéresse beaucoup plus à la coordination de l'aide. Mais particulièrement ces dernières années, pour cet intérêt de mobilisation des ressources domestiques, on y travaille également. Donc, sachant qu'on ne peut pas dépendre infiniment de l'aide, il faut beaucoup plus s'intéresser à cette mobilisation des ressources. Et ma question, en fait, s'adresse à nos amis sénégalais, à notre ami sénégalais, sur les différentes expériences, notamment des pays de l'Est, sur ce qu'on appelle autorité fiscale, en fait. C'est-à-dire la mise en commun des recettes douanières et des recettes fiscales. Sachant qu'aujourd'hui, on est tous confrontés par cette situation de liberté d'échange, de libre-échange, qui va faire que les recettes douanières vont devoir beaucoup plus diminuer et que les recettes fiscales vont devoir prendre beaucoup plus d'importance. La deuxième question concerne pratiquement tous les organismes, en fait, OCDE et PNUD. C'est par rapport aux outils qu'utilisent certains pays, comment les généraliser et comment est-ce qu'on peut les évaluer. Il s'agit des scanners pour les douanes, il s'agit des machines enregistreuses pour les recettes fiscales au niveau des contributeurs. Mais il s'agit aussi des moyens, en fait, sinon des outils qui ne sont pas encore expérimentés, comme les blockchains, qu'on pourrait utiliser pour réduire les intermédiaires par rapport à la collecte des données. Est-ce qu'on est, parce qu'on a beaucoup parlé ici du numérique, et je me demande si ça rentre dans les programmes, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont ici notés par et le PNUD et le CDE. Et je me demande si ces différents outils, si les outils numériques, si le numérique rentre dans ces programmes-là. Merci. Merci beaucoup. Number 2, we skip I think that was number 2, very close to you. Alassane. Oh, okay. Number 4. Good morning, everyone. I'm Elsie Salima. I'm from the Ministry of Finance in Malawi. I need a clarification on the example that has been given on Senegal, on how they are able to tap into the informal sector. Malawi is also one of the countries where the informal sector is so huge, and lately we've been strategizing on how we can also tap into the informal sector, like kind of formalizing it. So you've talked of the civic tax that you are administering. Is this kind of a parallel structure? How are you able to administer the taxes, the tax administration? How is it like? How are you able to consistently trace the informal sector? And in the process, should we say that you are now formalizing the informal sector to become formal? Thank you. Thank you very much. Okay. Yes, can we go to the next round? Okay. Yes. Well, you're number 1, Janvier number 2, number 3, number 4. Okay. Yes. All right. Number 1. Ok, merci. Issa Kobiagda, du ministère de l'économie et des finances du Burkina. Je voulais revenir sur la problématique de rémunération dont le modérateur a parlé.
pour le cas du Nigeria. Alors, effectivement, on a ce problème-là un peu dans nos pays, parce qu'étant des agents publics, trouver une formule de rémunération assez particulière pour les agents des impôts ou des douanes crée souvent donc des conflits. L'intérêt pour nous, c'est de voir comment le Nigeria a pu trouver donc effectivement cette formule, ou s'il y a des expériences donc d'autres pays, où également donc l'ensemble des panélistes pourraient nous proposer une formule qui sied pour effectivement permettre à ces agents-là de travailler beaucoup plus efficacement. Parce qu'on sait, nécessairement, comme vous l'avez dit, que s'ils doivent mobiliser des centaines, des milliers de milliards, si leur rémunération est relativement faible, cela peut créer donc des incitations, soit à la corruption, soit à la sous-évaluation et tous ces éléments. Alors, quelle peut être donc la meilleure option? Certains ont trouvé qu'effectivement, la création donc d'autorités fiscales permet donc de sortir la direction généralement donc des impôts ou des douanes un peu de l'engrenage de l'administration pour pouvoir donc avoir des contrats de performance avec des rémunérations liées. Mais pour certains pays, surtout les pays francophones, on est resté un peu dans le système classique d'un ministère avec une direction générale. Et lorsque vous avez d'autres directions générales où il faut bien évidemment garder le cap donc d'une rémunération basée sur une grille salariale définie au niveau du ministère, ça pose des préoccupations en matière donc de motivation des agents chargés de la mobilisation des ressources. Alors, si l'expérience du Nigeria ou d'autres pays peuvent nous être utiles, parce qu'au Burkina, nous avons ce sérieux problème avec cette question. Merci. Thank you very much. We'll attend to that. Just before I go to the next one, I want to just alert Amadou to be prepared to answer the question on the tax structure in Senegal, which was raised by Alassane, as well as the issue, how do you manage the agricultural sector tax? Samuel, how to work together with partner in mining tax. I think in helping African countries to review and develop mining codes and mining regulations. So that should be for you. Also for you, my friend Mr. Gulama asked a question about free trade and tax collection, because we are pitching liberalized trading system all over, and many African countries depend heavily on import duties and a lot of things. So how do we use it? How do we reconcile this? Eunice and Samia, how can we make access to standardized tools of domestic resource mobilization available to our countries? And what are the specific capacity building effort that we need to deepen? So that's a question to you too. Also, Amadou, administration of taxes in the formal sector. Please note, the person called Ayo will focus on how to implement and improve remuneration system to tax collectors without creating conflict within the public administration. Yes. Over to you, Janvier. Thank you, Ayo. Let me thank the panelists for sharing their experience with us. My concern is about IISF initiative, inspecteur des impôts sans frontières. The governor of Benin is interested by this initiative, and last time you have a discussion, and now we want to move on the concrete way, and I want to know how to proceed to benefit from this initiative. Thank you. Okay. I think that's to everyone. What are the next steps in terms of moving forward? Number 3.
Thank you very much. Je vais m'exprimer en français. Bonjour, je suis Vincent Toussaint, je représente le Trésor français. Mais je vais m'exprimer plutôt à titre personnel. Et ma question s'adresse plutôt à l'OCDE, à la représentante de l'OCDE. On a beaucoup entendu parler d'assistance technique à l'amélioration des contrôles fiscaux, de la mise en œuvre prochaine du programme BEPS également, qui vise à mieux taxer les transactions au sein des groupes multinationaux. On a peu entendu parler d'élargissement de l'assiette fiscale, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas dans la sous-région, c'est que c'est essentiellement le secteur formel qui est taxé, donc les entreprises et donc principalement les entreprises internationales. Je rappelle que les flux d'investissement direct étrangers dans la sous-région restent relativement faibles, hein, c'est du 2-3% du PIB, donc c'est très faible. Il y a des questions d'attractivité qui se posent également, en parallèle des questions de fiscalité. Comment gérez-vous cette, j'ai envie de dire, tension entre mobilisation des recettes fiscales et amélioration des, je dirais, des procédures et conditions de taxation du secteur formel et élargissement donc de la base fiscale également, puisque de manière empirique on se rend compte qu'une des premières expériences d'un investisseur dans un des pays de la sous-région, c'est souvent le contrôle fiscal, et ça vient relativement rapidement et ça peut être dissuasif dans certains cas. Donc j'aimerais entendre un peu également votre point de vue sur les questions d'élargissement de l'assiette fiscale. Merci. Thank you. I think that's to OECD, and the IMF can again contribute to that. That's number 4. Okay, I think, oh, yes, Fitson, before we open the floor, we come back to the panelists. Well, mine is not a question actually, it's a commentary on what has been said. I can do it later once. Okay, all right. Thank you very much, colleague. I think we've had very rich interventions, and I just want to really pass it back to our panelists. And after their intervention, I will try to throw some light on a few of the questions which I think relate to me and a few other ones. So let me start from Amadou. I'm sure I've told you those questions you need to reflect on. Can you just spend the next 3 minutes to throw lights on that? Je vais rapidement répondre à Hassan. Il y avait des 4 questions. La première était relative au taux de pression fiscale au Sénégal. Ce taux a été revu récemment parce qu'il y a un changement de base au point de vue des indicateurs macro. Le taux de pression était jusqu'à l'année dernière environ 20% pour pression fiscale, mais basé sur les indicateurs de 99. Donc on a fait une révision. On a eu de nouvelles données en 2014 et ce taux est descendu, donc le PIB est monté de 30%, ce taux est descendu à 16%. Donc d'où aujourd'hui, en tout cas, tous les défis qui se posent à l'administration fiscale sénégalaise, de remonter ce taux, l'ambition c'est de remonter ce taux à 20% dans les 4 prochaines années. Donc là on y travaille avec les partenaires au développement, donc c'est l'objet de toutes les initiatives qu'on a exposées ce matin pour arriver rapidement à ce taux-là. On a effectivement une grosse marge de progression et nous espérons que tous les outils que nous avons mis en place vont nous permettre d'atteindre ce taux. Alors, tout ce qui concerne la structure fiscale, vous avez parfaitement raison, elle est la même un peu partout. Donc, les aides fiscales sont portées par le domaine tertiaire, le secteur tertiaire, notamment les télécoms, les banques et assurances, qui pratiquement polarisent toutes les recettes fiscales. Et je crois qu'un autre point qui est important, ces recettes sont portées par les grandes entreprises. On va dire 5 à 10% des entreprises rapportent pratiquement, portent les recettes fiscales.
dans nos pays, notamment au Sénégal. En ce qui concerne la structuration, également, c'est dominé par les impôts indirects. Ça, c'est vrai. Mais on note ces dernières années un glissement très important des impôts directs, dû aux efforts que nous avons faits en matière d'allègement de l'assiette et en matière de contrôle fiscal, avec tout le renforcement de capacités dont disposent nos auditeurs, nos vérificateurs, qui ont fait que ces efforts, on essaye de corriger un tout petit peu. Mais je pense que c'est une tendance mondiale. Hein? Même si dans les pays développés, les impôts directs sont très importants, mais il faut relativiser, les impôts indirects, quand même, sont très importants parce que l'assiette est plus large. Pour ce qui concerne la fiscalité locale, et vous avez raison, c'est un grand défi. Malheureusement, nos autorités locales n'ont pas suffisamment de capacité à administrer leur fiscalité. Donc cette fiscalité est confiée au niveau central avec beaucoup de difficultés. Mais depuis l'année dernière, au Sénégal, on a changé de paradigme. On a essayé que les recettes, ces recettes fiscales locales ne soient pas les parents pauvres, parce qu'on se concentrait effectivement que sur les recettes d'État. Il n'y avait pas d'objectif qu'on a signé, il n'y avait pas de pression au niveau même de nos agents pour améliorer le rendement de ces recettes fiscales locales. Alors, l'année dernière, on a mis en place une réforme organisative qui a fait qu'on a aujourd'hui un interlocuteur et toute une chaîne qui s'occupe uniquement de la fiscalité locale. Et parallèlement, sur le plan législatif, on a changé l'impôt qui rapportait le plus à ces autorités locales, c'était la patente. Elle a fait l'objet d'une grande réforme, et on l'appelle aujourd'hui contribution économique locale, où le niveau de recette qui est attendu va en tout cas porter les recettes à presque 20%. Et c'est presque les chiffres qu'on a eus en fin décembre le démontrent. Donc il y a toute une ambition à faire en sorte que, en tout cas, ces collectivités locales se développent. D'autant plus que le Sénégal a connu une réforme importante en matière de collectivités locales, ce qu'on appelle la communalisation intégrale. Toutes les anciennes collectivités ont été transformées en communes. Donc il y a des communes qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien. Et un des éléments de la nouvelle réforme qu'on a mise en place, celle qui a remplacé la patente, c'est qu'une des composantes qui est basée sur la valeur ajoutée va être répartie à toutes les 555 collectivités locales du Sénégal. Donc, il y a eu cette volonté aujourd'hui de renforcer leurs ressources pour leur permettre d'assumer leur mission de développement. Pour le secteur agricole, vous avez raison, c'est un secteur très très difficile, c'est vrai, qui est dominé par les exemptions. Mais justement, avec l'aide de l'Union européenne, nous sommes en train d'analyser ce secteur-là pour voir est-ce que les exonérations qui sont accordées à ce secteur agricole sont pertinentes. Et ça va être un outil d'aide décision à l'autorité politique pour qu'elle puisse décider est-ce qu'il faut qu'on augmente ces exonérations ou est-ce qu'il faut qu'on les réduise. Alors, ce qui apparaît en tout cas de cette étude, c'est qu'on a toujours considéré que le secteur agricole était pauvre. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Qu'il y a une marge d'aller collecter des impôts dans ce secteur-là, notamment pour ce qui concerne les impôts directs. Bon, pour la TVA, c'est un peu compliqué, mais pour ce qui concerne les impôts directs, on s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on revoie les choses. D'autant plus qu'au niveau du PSE, le plan Sénégal émergent, qui est le programme de développement économique qui est mis en place, l'agriculture occupe une place importante dans ce PSE. Et quand on regarde un peu le PIB, mais l'essentiel de notre PIB est tiré par le secteur agricole. Donc, il y a aujourd'hui un problème un défi auquel on est confronté. Nous avons un taux de pression fiscale de 16%. Nous avons un secteur agricole qui contribue énormément au PIB et qui n'est pas taxé. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est de voir comment appréhender tous les flux qui ressortent de ce secteur pour pouvoir collecter l'impôt qui est dû sur ce secteur. Alors, la deuxième question, je pense que c'est notre ami de Comores qui l'a posée, et je pense qu'elle a trait à la transition fiscale. Et il a raison. Au niveau du Sénégal, et notamment au niveau de la sous-région, ouest africaine, notamment lui et moi, cette question a été une préoccupation très importante depuis presque 20 ans. Les gens avaient vu venir qu'avec le changement de paradigme, la libéralisation économique qui va faire qu'il n'y a pas de frontières, que les recettes douanières allaient baisser. Et c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle
au niveau de la sous-région, notamment la sous-région UEMOA, il y a ce qu'on appelle un programme de transition fiscale qu'on a mis en place et qui permet aujourd'hui de shifter vraiment au niveau des recettes intérieures, de la mobilisation des recettes intérieures, l'essentiel des exigences de mobilisation de recettes. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Et c'est là où c'est important. On n'a pas eu, comme certains pays, unification des autorités fiscales. Mais par contre, et je pense que Djamina l'a dit, de la représentante du FMI, on a essayé de dialoguer entre administrations. Là, je crois qu'une des choses les plus importantes, et je pense que c'est une expérience positive qu'il faudra chercher à reproduire certainement et à améliorer, c'est qu'aujourd'hui, tout importateur doit obligatoirement avoir un identifiant unique qui est partagé par la douane et par l'administration fiscale. Vous ne pouvez pas importer si vous n'avez pas ce numéro d'identification unique. Et on a mis en place entre les deux administrations un outil d'échange, de dialogue, qui fait que dès qu'un importateur entre, on a l'information au niveau des impôts. Et la première chose qu'on regarde, c'est que est-ce que cette personne-là a un dossier fiscal? Si elle n'a pas de dossier fiscal, on la convoque, on essaie de régulariser le dossier fiscal. Donc ça je pense que c'est un des enjeux les plus importants en termes vraiment de maîtrise de l'assiette. Deuxième chose qui est importante, et allant dans le sens de la transition fiscale, c'est qu'il faut renforcer les moyens de l'administration fiscale, faire en sorte qu'il y ait un maillage, faire en sorte que en termes de moyens de détection des activités, qu'on puisse le faire rapidement et qu'on puisse régulariser les dossiers. Troisième point, et c'est important, et ça va être une transition, c'est le secteur informel. Pour répondre un peu à la question de Madame du Malawi, ce secteur informel, je crois que le gros problème du secteur informel dans nos pays, c'est la mobilité de ce secteur. Cette mobilité fait que c'est difficile de l'appréhender. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, les outils numériques surtout, on peut faire beaucoup de progrès. Madame Djamina l'a dit, je crois que là également c'est un défi. Si vous ne mettez pas en place une fiscalité simple, une fiscalité compréhensible, vous ne pouvez jamais maîtriser ce secteur-là. Ce secteur a besoin, il ne refuse pas l'impôt, contrairement à ce qu'on pense. C'est la lourdeur, la complexité de nos procédures fiscales, souvent, qui entraîne ce refus de l'impôt. Et Ayo l'a dit, l'autre problème, c'est la redevabilité de l'impôt, la visibilité de l'impôt. Si on n'a pas de retour, on ne voit pas de retour vis-à-vis de nos conditions d'existence, il y a de fortes chances qu'on se dise que, effectivement, ce n'est pas la peine de payer. Ça va rentrer dans la poche, comme il a dit, des fonctionnaires ou des autorités politiques. Donc, je crois que ça également, c'est important. Please, so that, because we are running out of time. So. Oui, je suis d'accord, mais j'avais pratiquement l'essentiel des questions. 30 seconds. 30 seconds. Ok, je pense que c'était l'essentiel des questions. Merci. Thank you very much. I know, you see, you know, the challenge is when you have an expert talking on issues that I'm very comfortable with. But the time is a major constraint. But I just want to implore our colleagues to see Amadou and other panelists after the event. So, Samia, so can you just touch on those one or two questions that relate to you? Donc peut-être pour répondre à la question qui avait été posée sur l'inspecteur des impôts sans frontières, donc pour solliciter un point l'inspecteur des impôts sans frontières, c'est assez simple. Donc nous avons un site internet www.fidw.org et vous pouvez remplir en fait une demande en ligne où vous allez vraiment spécifier les besoins qui sont ceux de votre administration. C'est-à-dire donc dans quel secteur d'activité vous souhaiteriez donc avoir un inspecteur des impôts sans frontières, pour quelle durée, quelle langue, donc est-ce que vous souhaitez plutôt un francophone ou est-ce que vous souhaitez plutôt un anglophone. Et à partir donc, des éléments et de ce questionnaire que vous allez remplir en ligne, donc le secrétariat inspecteur des impôts sans frontières va essayer de trouver l'inspecteur des impôts sans frontières qui répondra qui aura les qualités requises pour pouvoir donc effectuer le programme donc dans votre pays. En termes de financement, il est possible en fait que le pays ne paye absolument aucun coût relatif à ce programme inspecteur des impôts sans frontières, puisque nous avons plusieurs formules de financement. Donc nous aurons soit le PNUD qui prendra en charge donc les frais d'émission de l'expert. Nous pourrons avoir, si on trouve une administration partenaire donc
comme c'est le cas au Sénégal, où c'est la France, en fait, et plus particulièrement la Direction générale des finances publiques, qui a mis à la disposition du Sénégal un inspecteur des impôts sans frontières. Au cas précis, c'est la France en fait qui a pris en charge donc les frais de mission de l'expert sur place. Donc très simple, vous remplissez la demande en ligne, nous la recevons, nous essayons de trouver donc l'expert qui aura les qualités requises et puis nous mettons d'accord sur le lancement du programme avec la date de la première mission de l'expert sur place. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, donc je pourrais vous laisser mes coordonnées si vraiment donc vous avez des difficultés pour demander un programme inspecteur des impôts sans frontières. Sur la deuxième question qui avait été posée sur les outils normés pour mobiliser les ressources intérieures. Donc, on n'a pas parlé ici donc, de la plateforme de collaboration fiscale qui a été créée en 2016 par les 4 organisations internationales, donc l'OCDE, le PNUD, la Banque mondiale et le FMI, où nous avons les 4 organisations qui travaillent de concert à l'élaboration de boîtes à outils qui ont vraiment été demandées par les pays en développement. Donc nous avions en 2015 donc, sondé les pays en développement pour savoir quels étaient les sujets sur lesquels ils souhaitaient que les organisations internationales travaillent ensemble. Et on avait identifié donc 9 domaines dans lesquels donc, les pays en développement souhaitaient nous voir travailler ensemble pour éviter justement que chaque organisation travaille dans son côté et formule des recommandations différentes d'une autre organisation internationale. Et nous avons à ce jour donc publié 2 boîtes à outils, dont l'une sur les incitations fiscales, dont nous avons parlé pas mal aujourd'hui, où c'est un peu un guide pédagogique sur les incitations fiscales, où on donne pas mal d'exemples pays sur comment on a essayé de revoir un peu les systèmes d'incitation fiscale dans les pays et sur la nécessité préalable à toute introduction d'un régime d'incitation fiscale de réaliser une analyse coût afin de s'assurer que le régime mis en place puisse vraiment être bénéfique donc, pour les pays. La deuxième boîte à outils qu'on a publiée, elle porte sur les difficultés d'accès aux données comparables. On sait que dans les pays en développement, et notamment pour les analyses de prix transfert, les pays en développement n'ont pas accès aux bases de données commerciales dans lesquelles on peut avoir des données financières sur des entreprises donc, indépendantes. Et là encore, on donne un peu des clés pratiques pour essayer en fait d'améliorer les pays d'aider les pays en développement à résoudre donc cela. Et nous allons publier donc en 2018 et en 2019 de nouvelles boîtes à outils. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais un point important pour les pays en développement, c'est la négociation des conventions fiscales. On sait aujourd'hui qu'ils ont certaines difficultés et qu'ils ont besoin d'assistance pour mieux négocier les conventions fiscales donc, avec les pays développés. Et je laisserai à ma collègue du FMI le soin de répondre à la question sur l'élargissement de la base fiscale. Nous ne travaillons pas, nous, à l'OCDE, sur ces sujets-là. Nos programmes de renforcement des capacités sont essentiellement axés sur la fiscalité internationale. Cecile, sorry, I'll have to stop you here. So, I'm sorry. Because we are running out of time, they will be doing the closing very soon. Eunice, can you just spend less than 2 minutes to just touch on the question? Please, less than 2 minutes. Thank you so much. Just to add on to what, I think this is okay. Just to add on to what Samir has said, in terms of tools that we have available here, CIWB, I think has already been addressed. But in case, because I've seen also that a lot of the requests go directly to the CIWB Secretariat in Paris through the website. But you also do have the UNDP country offices in wherever you are that you can also reach out to in case they are not responsive, but usually they're responsive and we work collaborating very well together. For the development finance assessments, that you can go directly to the UNDP country offices. We have also a set of experts that do that we use and work effectively, they're independent as well. But we, like I mentioned before, I think our biggest goal in this is to make sure that we're able to connect the experts to the needs that we have at country level. Because of time, we also do raise the political components and raise the issue of blockchain. I would have taken advantage of our colleague Thomas Saris, who is here and focuses on the private sector. Again, because this is an area where UNDP wants to grow in terms of portfolio,
would have been hard for him to address that but I'll stop here. Thank you very much. Let me turn to Samuel to give us responses to the two questions addressed to you. On the tax exemptions, broadly for the private sector, when you ask the private sector what they are looking for in investing in a country, the first set of answers is infrastructure, reasonably electricity at a reasonable cost, a legal system that works, labor code, easy to work with, and quality of the labor. Taxes are a secondary concern. I can give you a specific example of a country. The country is Mauritius. Mauritius used to give tax exemptions. As it improved its infrastructure and other structural issues, it was able to attract companies offering them simple, efficient taxes. It's always important to keep taxes simple and efficient. Mauritius was able to attract companies, taxing them, and these companies preferred Mauritius to countries that were offering tax exemptions. So countries need to address the priority concerns of companies first and not use tax exemption to attract the private sector. On the taxation of the mining sector, IMF actually has a specialized team that can help countries to guide them, what kind of systems are appropriate for the natural resource sector. For example, in Senegal, we are working with the Senegalese authorities on the oil and gas sector. On the NGOs, just to give some specific NGOs, if a country gives exemptions, that's fine. NGOs are not a large tax base. What's important there is to monitor, to make sure that the exemption goes to the NGO and a broader circle does not benefit from the exemption. The other one, the informal sector, you would like me to touch on? 30 seconds. Sure. On the informal sector, actually the informal sector, the taxation of the informal sector goes beyond taxation. It's first important to formalize the informal sector, and as the informal sector is formalized, taxation is part of being formal. And by formalization, I'm also referring to access to finance, making business easier and more profitable for the informal sector. And as they see the benefits of being formal, then taxation would come more naturally as something that needs to do. And on that front, too, IMF gives recommendation on what is a good system for example, for corporate income taxation for the informal sector. Thank you. Thank you very much. Before I conclude, let me just throw light to the issue of special remuneration to tax collectors. As it was done in Nigeria, what I realized when I was there, anyway, what was done was that we realized when government hired tax consultants, 90% of the job is done by public servants, the tax collector themselves. And at the end, government will end up paying between 10 to 25% of total collected revenue to consultants. And we then said, okay, what is the difference? So what they then introduced was that they introduced what they call performance-based payment. It won't alter your salary structure in the public service. But every quarter, they have what they call projected revenue. And anything above the projected revenue, 10 to 15% of it, depending on the performance and the size, will be shared among the workers that are involved. And it's huge, especially when it comes to custom services, when it comes to internal revenue services. And I first got
to know of it when I was seconded to Minister of Finance. And I then realized at the end of the first quarter, they gave me an envelope. And I said, what is this? Oh, they said, oh, that's your bonus pay. Okay? And I looked at it. The bonus pay was far more, that one was far more than 6 months' salary in terms of what they gave. And I then realized that, oh, this is huge because they were able to perform above the projected revenue. And what they do is, once you do that, 10 to 15% of it is shared among the people involved. And I think that's one thing you can do without altering the public salary structure. But it's really good, and it forces them to drive more. And you then see them really contributing to it, because the lower it is, then you don't have what they call the bonus pay at the end of each quarter. I think that's one thing we think can be done in other countries. But we need some kind of strong political will to be able to do that. If the Minister of Finance is not strong, they often push it back. But they had it when the Minister of Finance was very strong and very powerful, and I think it's still there. Well, in conclusion, colleagues, I know we have a lot of issues, questions, amplifications, clarifications to make. And having listened to your questions, the panelists' interventions, we then realize that there are a number of things we need to do in domestic resource mobilization in Africa. And the first thing which I tend to really do is just first to categorize why are taxes very low. And as I mentioned this in the earlier, in the introductory part of the event. One is low tax capacity. Two is that we have low tax base with high level of informal sector not contributing to it, but good news, we've heard how this is done in Senegal. Again, tax evasion and avoidance happen to be a major issue we need to address. Again, tax exemptions and waivers are major impediments to tax collection. And as Samuel mentioned, between 5 and 10% of tax exemptions are the kind of lead to about, tax exemption leads to between 5 and 10% of GDP losses. So, which we need to do, and which is very huge. And what we again want to emphasize here is that there are a number of studies by OECD, by UNCTAD, by OSIWA, that shows that tax exceptions and waivers are not the drivers of foreign direct investment anywhere, including Africa. So we have to really look at this. Again, dealing with multinational corporations' aggressive tax system in terms of what they call base erosion and profit sharing, reviewing mining contracts, again, the issue of quid pro quo in tax system. Again, what are the potentials for domestic resource mobilization, the informal sector integration into the tax base, stopping exemptions and waivers to mining companies, increasing property taxes, and at the same time adopting the tax inspectorate without border that help us to unearth some of the secrets of what we call over-invoicing and under-invoices of, as well as base erosion and profit sharing that they engage in on regular occasion. Again, it is very important for us to really make sure our partners here work with government to really make sure mining codes, mining laws are fully reviewed and regularly reviewed. Because without that, many of our countries are still operating in contracts that were signed about 30, 40 years ago. It's very important we do this. I know good news from a few countries, including DRC, that signed a new mining code last year. But again, we are still looking for effective implementation. These are the kind of examples we need to show. Reforms efforts, well, I've mentioned all those ones, including partnership with the private sector, simple and clear tax rules. A tax collector that does not pay well would definitely pay him or herself. So effective remuneration of tax collectors is very important. Fiscal diagnostic assessment of the IMF, as well as UNDP development finance assessment. I think we need to collaborate on this because we are more or less doing the same thing. We need to really see how we can bring synergy along this one. I think this is a good opportunity for us to discuss this one further. Samuel will have to talk on that, on how to take this one further. Data exchange, we've been told, accountability in financial management, e- and mobile taxes, again, dedicating a large proportion of ODA to support
domestic resource mobilization could be part of the effort. Next steps, OECD and UNDP to share available tools. Samia and Eunice, I think we need to do this to make sure that delegates have access to these tools. I think we need to collect the database and send to them. I think, like I said, joint effort on diagnostic assessment that IMF is doing and the development financial assessment that UNDP is doing, we need to really see how we can collaborate to make it deeper and at the same time support countries to do this further. And again, the partners here, including my friend Amadou, we may need to really work with African Associations of Tax Administration, create a kind of database, and again work with tax justice so that we organize development exchanges. Because one thing I know is that Africa is full of a number of innovations, but we don't know. But once we are able to bring experts together that are working on this, we can regularly share information and then know what is working well in some countries and what is not working well in others, and how we can move forward on this. And I want to tax you on this. Let's link up later to get a kind of database so that we can organize something like an annual event that leads to development exchange so that we'll be able to share good news and things that are working very well in a number of countries. Colleagues, our major challenge is time. But I think we have succeeded in doing justice to this particular session, even beyond my own expectation. And I want to use this opportunity to thank all the panelists. We have listened to you, and you have given us food for thought. And the scintillating questions that came from the floor buttressed some of the issues that have been raised. And I think it gave us substantial idea in terms of moving forward. Colleagues, thank you very much. You have my email.